Bienvenue dans cet épisode de Coffee with Jujit avec Olivier Cardoun. Très heureux d'être là, merci pour l'invite. J'ai découvert tes vidéos sur YouTube et plus exactement sur les forums Facebook, notamment tu fais du jiu-jitsu brésilien quand tu débriefes des combats et tu vas expliquer les techniques du combat, c'est ça en fait? Tu peux nous en dire plus? Oui, c'est un peu l'idée de ma chaîne. Donc en fait, l'objectif, c'est justement d'essayer d'analyser les matchs, de voir un petit peu les détails qui ont lieu tout au long du match et d'en tirer un petit peu des conclusions. Parce que c'est vrai que des fois, quand on regarde un match de JJB, surtout un match de haut niveau en ceinture noire IBJJF, c'est un match qui va durer 10 minutes. Il y a certaines phases de jeu qui seront un petit peu plus lentes. Il y a certaines phases de jeu où on va vraiment jouer sur les grips et tout ça. Et c'est pas forcément... c'est vraiment quand on est super mordu qu'on va s'enchaîner beaucoup de matchs, mais même les plus mordus, à partir du moment où on regarde beaucoup de matchs ou à partir du moment où on a envie de regarder un truc spécifique, on a tendance à avancer dans le match, où on a tendance à chercher un bout spécifique du match qui est genre tel renversement, la finalisation ou des trucs comme ça. Et l'idée que j'essaye de pousser avec ma chaîne, c'est d'essayer de rendre le jiu-jitsu accessible en essayant de décortiquer des fois certaines phases qui amènent à des trucs intéressants plus tard dans le match. Simplement des grips, d'essayer aussi de rendre le match un peu plus digeste en coupant les morceaux où il y a un peu moins d'action et de se focaliser vraiment sur l'action et de rentrer en détail. Et c'est vrai que je suis un peu geek à ce niveau-là, où on essaye vraiment de rentrer dans le détail des techniques et quels grips ont été pris, comment est-ce qu'il a créé justement le kuzushi, donc le mouvement de balancier pour lancer un renversement, quelle est la réaction qui a créé l'erreur qui a permis d'ouvrir une telle finalisation, etc. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment passionnantes. Et c'est des choses que tu vois un peu moins quand on voit une vidéo technique, parce qu'une vidéo technique, quand on explique par exemple la mécanique de l'étranglement arrière, on explique la mécanique de l'étranglement arrière, donc je me mets comme ça, je mets ma main, etc., je contrôle le gars et tout, mais on a moins tendance à voir je me retrouve dans le dos du gars parce qu'il a fait telle erreur par exemple, ou j'ai menacé tel truc, le mec a réagi comme ça, et du coup je me retrouve dans son dos déjà avec une main pour faire l'étranglement arrière, et du coup j'ai juste à mettre la deuxième main. Et c'est vrai que c'est logique parce que techniquement c'est très dur à expliquer dans une vidéo technique ce genre de choses. Par contre, quand on le voit exécuté par l'athlète en question dans un match, on peut le décortiquer et l'expliquer en fait. Et alors la deuxième chose que j'essaye de pousser avec ma chaîne, c'est de mettre en avant justement les athlètes francophones pour que eux justement nous expliquent leur technique et pourquoi est-ce qu'ils font plutôt ces choix de game plan là, etc. Parce que je pense que ça peut aider les débutants, mais ça peut aider aussi certains athlètes plus avancés de se dire tiens, c'est vrai qu'un tel a tendance à choisir telle technique, un tel choisit tel game plan ou fonctionne complètement à l'impro. Voilà. Donc ça, c'est un peu les idées principales. Alors le dernier truc, c'est l'aspect statistique. Donc je m'intéresse beaucoup aux croyances qu'on a par rapport à certaines techniques en jiu-jitsu ou certains game plans ou certaines approches qu'on a des matchs, et finalement qu'est-ce qui se passe entre guillemets dans la plupart des matchs. Donc c'est ici j'essaie de trouver des sources à gauche à droite sur internet. Alors toute la question, c'est d'essayer de toujours trouver des sources de statistiques crédibles, parce que on peut trouver des chiffres à terre sur Reddit, mais je veux dire, c'est pas forcément une source crédible qui est supportée par pas mal de gens, et d'essayer de faire justement des vidéos de vulgarisation où on explique justement ça en très court, hein. On explique, tiens, voilà, on a fait une vidéo ici sur les tactiques pour les ceintures blanches, j'ai fait une vidéo aussi sur les soumissions les plus fréquentes, sur toutes ceintures confondues, et je compte encore faire de manière récurrente, peut-être une fois par mois ou peut-être une fois tous les 2 mois, une vidéo comme ça sur l'aspect vraiment statistique du grappling et du JJB, parce que je pense que c'est intéressant. On a des statistiques comme ça sur le foot, sur le basket, sur tous les sports, mais on met peu en avant les statistiques par rapport au JJB, alors que c'est un sport relativement cérébral et que du coup les statistiques peuvent aider déjà à élaborer un début de stratégie en fait. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette chaîne en fait? Tu l'as fait avant le confinement un peu, non? Alors j'avais ça en projet avant le confinement. J'avais d'ailleurs déjà posté 2 vidéos que j'ai choisi de mettre sur une autre chaîne en fait, donc des vidéos de déplacement de compétition qu'on a fait avec mes partenaires d'entraînement. On va les mettre sur une chaîne qui sera dédiée justement à notre académie, donc on va séparer ça de ma chaîne à moi. Et en fait c'est un travail que je faisais déjà avant. Donc c'est un travail que je faisais quand j'étais blessé. C'est un travail que j'ai commencé à faire suite à... c'est un partenaire d'entraînement qui m'a suggéré l'idée en fait. Donc tous les deux, on avait le même prof, et notre prof avait un style qu'on va dire un peu plus traditionnel.
tu vois. Je vais pas dire old school, mais un style plus classique en fait. Tu vois, vraiment garde fermée, renversement, soumission depuis la position montée, etc. Vraiment le truc, un peu comme on le verrait Roger Gracie, Changi Ribeiro, etc. Et parce qu'il est de cette génération-là aussi. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui 42 ans, je pense. Et donc lui, il a grandi avec cette génération-là. Il a été formé par le même type de prof qui a formé justement ces athlètes-là, et donc avec le même, on va dire, bagage technique. Et on a vu arriver ici il y a quelques années sur la scène John Danaher avec, à l'époque c'était Eddie Cummings et surtout Gary Tonon. Maintenant on parle beaucoup de Gordon Ryan, mais à l'époque au tout début c'était Eddie Cummings. Et dès qu'on faisait du no-gi, en fait, lui, nous est tapé dans tous les sens parce que, en fait, il avait un jeu que, quand tu as un partenaire d'entraînement, justement, qui a un jeu disruptif comme ça, qui fait des trucs qu'absolument personne ne fait, c'est extrêmement difficile. Et donc, il avait un jeu qui était fort focalisé sur la butterfly, garde papillon, sur les clés de talon et tout. Et donc, dès qu'on faisait du no-gi, on se prenait tous des clés de talon. Et moi, je lui disais, mais qu'est-ce qui t'a appris ça en fait? Où est-ce que t'as appris ça? Parce qu'on a le même prof, il nous montre pas ça. Donc comment est-ce que tu es capable de faire ça? Et avec une exécution aussi parfaite, enfin avec une exécution aussi précise, parce que il le faisait à tout le monde, même des plus gradés, et il le faisait. Et c'était toujours les mêmes techniques parce qu'il y avait vraiment, tu voyais qu'il y avait un game plan et qu'il y avait vraiment une stratégie derrière. Et alors lui, il m'explique, il me dit bah écoute, j'ai appris ça en regardant des matchs. Je dis attends, tu regardes juste des matchs et tu apprends les techniques. Il me dit en fait ce que je fais, c'est que je regarde les matchs, j'essaye de comprendre comment ils font. J'essaye d'intérioriser ça, je visualise un petit peu et tout, je regarde plusieurs fois le même match, les phases, et je me répète. Et alors des fois quand il y a des choses que je comprends pas, j'essaie de trouver une explication de la technique, du détail que je comprends pas en fait. Donc en gros, le match, c'est ma clé de lecture pour apprendre des nouvelles techniques, et pas le contraire. C'est pas, on m'offre plein de techniques, moi je dois choisir les techniques en question et commencer à travailler les techniques en fonction de mes ambitions, en fonction du game plan que j'essaie de développer, ou simplement du jeu, de l'exploration que je veux faire du JB. C'est, je regarde des matchs parce que je veux faire les mêmes techniques que cet athlète-là ou que ce groupe d'athlètes-là, et du coup, je ne comprends pas ce qui se passe là, et je cherche à comprendre ce qui se passe là précisément, et je vais chercher les informations sur YouTube. Et donc c'est ce process-là que j'avais commencé à faire suite à son influence, en me disant tiens, c'est vrai que moi je m'intéresse à tel athlète, je voudrais comprendre comment ils font, et du coup, je m'étais élaboré une manière de faire, et j'ai commencé à regarder pas mal de matchs, et vraiment essayer d'améliorer mon jeu sur base de ça. Et ici, est arrivé le confinement, et du coup, je me suis dit quel moyen je pourrais trouver de partager ça avec les autres. J'ai choisi de faire ça sur YouTube. J'ai été fort influencé par les vidéos de Firas Zahabi, où lui fait des annotations justement sur des matchs ou sur des phases d'entraînement à lui en fait. Donc lui il va se filmer occupé de s'entraîner, et il va mettre sur pause et faire des annotations là-dessus. Et je me suis dit ça c'est le bon moyen pour communiquer justement ce que tu veux communiquer, parce que il y a plusieurs façons de faire, et il y a plusieurs façons de faire qui ont été choisies sur YouTube, et d'autres façons qui sont pas la mienne, et donc je vais pas dire que la mienne est meilleure que celle des autres, absolument pas. Mais la façon dont moi j'ai des difficultés à regarder une image et être concentré, et en plus de ça de lire et de regarder vraiment les petits détails sur base de certaines infos, etc. Donc je me dis, si quelqu'un peut m'expliquer pendant que moi je suis occupé de regarder, qu'on peut attirer mon attention sur un détail, pour moi c'est plus facile à comprendre en fait. Et je trouvais que Firas faisait ça de manière admirable, et comme c'est une de mes idoles, je me suis dit tiens, je vais faire un petit peu comme lui, et j'ai choisi le matériel pour refaire un petit peu comme lui, et donc j'ai commencé à poster ces vidéos là, et voilà, il s'avère que les gens apprécient beaucoup ces vidéos, donc je vais continuer à en faire parce que c'est vraiment super chouette à faire. Moi j'apprends des trucs, je partage ma passion avec les gens, et les retours sont positifs, donc voilà. Ce qui m'intéresse, c'est pour nous qui faisons des vidéos aussi avec Jujit, toi quel est ton processus de création? Déjà, combien de temps tu mets à faire une vidéo? Comment tu décides de faire une vidéo? C'est quoi l'organisation un peu? Ça peut être intéressant de savoir ça. Ouais. Alors là, on va rentrer un peu dans la technique, mais c'est fort variable en fait. Dans le sens où, si j'ai trouvé la bonne vidéo, le bon match, et que le match est lisible, ça peut aller très vite. Et pour ça, le grappling, c'est vrai que le grappling est assez intéressant, parce que comme il y a moins d'utilisation du gi, et que tu sais, des fois tu regardes une phase de match en gi, et tu vas devoir regarder plusieurs fois, et tu t'étais pas rendu compte qu'en fait le lapel il passait sous la jambe. Tu avais l'impression que le lapel était devant, et du coup tu étais persuadé d'avoir compris la technique parce que le lapel était devant, et en fait tu te rends compte qu'il passe sous la jambe par exemple. Et du coup pour ça le no-gi est entre guillemets un peu plus lisible, parce qu'on on repose pas sur l'habit tout simplement. D'accord. Donc si tu vois quelqu'un qui tient une jambe, ou quelqu'un qui tient un bras, ou qui fait un 2 sur 1 par exemple sur l'avant-bras, c'est assez lisible, et donc le no-gi en général va entre guillemets un peu plus vite
en lecture. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus facile à analyser, mais ça va plus vite en lecture. Et donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je me dis, tiens, soit je veux analyser le jeu d'un athlète, soit je veux analyser une technique qui a été faite par un athlète. Là, quand on choisit une technique, c'est un peu plus complexe parce qu'il va falloir chercher dans plusieurs matchs pour essayer de retrouver la technique. Une fois que j'ai trouvé le bon match, j'analyse le match en complet, je regarde une première fois le match et je regarde juste pour voir un petit peu est-ce que je retrouve ce que je recherche dans le match. Et c'est là que cette phase de recherche peut être longue parce que des fois tu vas devoir regarder plusieurs matchs pour essayer de trouver justement la phase technique que tu recherches ou le truc intéressant que tu veux partager à travers ce match-là en fait. Et une fois que tu as trouvé le match, je regarde le match plusieurs fois et une deuxième, troisième, quatrième fois où je vais commencer à faire des annotations. Une fois que j'ai le match avec toutes les annotations qu'il faut et que c'est ficelé, et là ça peut être fait en deux visions, ça peut être fait des fois en 4-5 visions, je vais reprendre la bande, recouper la bande et faire quelque chose de beaucoup plus compact en fait, que ce soit beaucoup plus rapide à l'image, parce que des fois, ici je suis occupé d'analyser un match qui dure 7 minutes, j'ai une bande d'1 heure. Tu vois, donc j'ai une bande d'1 heure où je vais faire plusieurs fois les annotations. Ah ouais. Moi, je me dis, quand je regarde tes vidéos, je me dis, tu dois passer un temps fou à faire tes vidéos. Mais je me rends pas compte, en fait, du back-office, tu vois, je me dis, en fait, alors, soit tu es vraiment efficace entre le moment où tu regardes la vidéo, où tu vas l'analyser et où tu vas la faire, ou soit tu es vraiment hyper perfectionniste et tu passes 5 jours à faire une vidéo. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Et c'est pas toujours moi qui choisis. Je vais prendre l'exemple du match que j'ai fait avec la vidéo du match que j'ai analysé de Lucas Lepri. J'ai pas fait un match avec Lucas Lepri. Donc il y a la demi-finale des Europes en abso contre Kenan Duarte. C'est un match que j'ai trouvé magnifique. Franchement, honnêtement, j'ai regardé une première. Et alors, le match était flagué comme étant le match avec le plus d'action de l'année 2019 ou des Europes en 2019. Je sais plus très bien, mais bon, on peut le retrouver sur YouTube. Il est vraiment intéressant le match. Et en fait, tu regardes une première fois le match et tu te dis, ouais, ok, c'est le match qu'il me faut. Là, j'ai pas vraiment un truc à montrer, mais le single leg que Lucas Lepri fait dans le match est vraiment intéressant. Donc, on va s'intéresser à ce match-là. Je regarde une deuxième fois le match et je me rends compte que il y a une histoire en fait derrière le match. C'est que il fait 3 ou 4 fois un single leg en fait. Donc il se met en sit-up guard, il se relève, il fait un single leg et il essaie d'amener Kenan Duarte au sol. Et en le regardant une troisième, une quatrième, une cinquième fois, en fait tu te rends compte que ses grips changent et que donc pendant le match, le mec réajuste à chaque tentative, il va réajuster justement ses grips de façon à être sûr de réussir à marquer les points quand il fait cette tentative-là en fait. Et donc, plutôt que de changer de technique à chaque tentative, il reste sur la même technique, il réexécute le même game plan, il réexécute plus ou moins le même sweep, et tu vois que la précision a augmenté en fonction des réactions de Duarte. Donc il y a une approche scientifique de sa part où il fonctionne par essai-erreur dans ce match-là. Peut-être qu'il le fait à chaque fois, mais en tout cas dans ce match-là, il fonctionne par essai-erreur et il ajuste à chaque fois. Finalement, il arrive à marquer le renversement qui lui donne le match à la fin qui lui donne la victoire à la fin du match. Alors en plus, tu entends le stade complet qui peut regarder l'abso qui se met à hurler parce que tu as à nouveau que des geeks du JB qui sont occupés de regarder et qui comprennent avec précision les phases. Et tu vois que s'il ne met pas le renversement, il perd le match. Il met le renversement et du coup il gagne d'un avantage supplémentaire parce que je pense qu'ils sont à égalité c'est un truc, c'est razor sharp quoi. C'est vraiment grâce à ça qu'il va l'emporter. Et alors tu te rends compte, et ça c'est au montage que je m'en suis rendu compte. Donc tu vois, des fois en fait, ce qui est intéressant, je consacre du temps à ça, mais j'apprends en le faisant. C'est que Kenan Duarte a exécuté un contre sur la première ou la deuxième tentative et en fait il réexécute le même contre à la fin. Et c'est sur base de ce contre-là, étant donné que les grips, donc Lepri a réajusté les grips pas correctement, il a de meilleures grips qui lui permettent de contrer la tentative de contre que Duarte avait fait au départ. Duarte repart sur la même tentative de contre qui lui permet, boum, de l'amener au sol et de le stabiliser au sol. Parce qu'il y a une des tentatives, et ça c'est le problème justement un des problèmes qu'il a dû résoudre dans le match, c'est que il y a une tentative où il l'amène au sol, mais il n'arrive pas à stabiliser au sol parce qu'il l'amène au sol d'une façon qui permet à Duarte à nouveau de contrer et de partir sur une guillotine. Donc s'il reste dans la position, il y a un risque de devoir commencer à défendre fortement la guillotine, voire de se faire soumettre. Donc il ne peut pas stabiliser comme il veut. Et là, en fait, avec les grips qu'il a, il peut l'amener au sol, stabiliser, marquer les points et prendre le match en fait. Donc tu vois finalement sur tout ce truc-là, et comme j'expliquais dans le podcast de Samuel et de Fouad, de Fine Time, de Samuel Monin et de Fouad, j'ai dû reprendre justement
le tournage parce qu'en fait je m'étais pas rendu compte de ce détail là. Donc j'ai fait une fois le tournage complet avec ma voix où j'explique le match et tout, et finalement une fois que je suis occupé de monter, je me dis ah zut, ça j'avais pas vu, et donc je reprends le montage, le tournage complet pour refaire le montage, pour pouvoir expliquer de manière correcte. Donc il y a des vidéos qui vont prendre un temps relativement important, mais tu as des vidéos aussi comme celle par exemple de Gordon Ryan, où ça va entre guillemets plus vite parce que ça a été très lisible, et parce que je m'intéresse depuis longtemps au jeu de Gordon Ryan et de John Danaher, et donc c'est vrai que quand tu regardes les vidéos d'instruction de John Danaher, quand tu regardes d'autres matchs de Gordon Ryan, bah, finalement tu comprends entre guillemets rapidement ce qu'il fait, parce que tu as les clés de lecture en fait, et du coup analyser devient entre guillemets plus rapide, pas plus simple mais plus rapide, parce que tu sais déjà plus ou moins vers quoi il va aller, et donc tu as moins de temps d'analyse et de recherche et d'essayer de faire chaque fois des retours et des arrêts sur image pour essayer de comprendre quels sont les grips, qu'est-ce qu'il fait, etc. quoi. Ok. Faut qu'on parle un peu de toi aussi, du coup, d'où tu viens, comment tu t'es retrouvé dans le JB, quel est l'historique un peu de ta pratique martiale. Qui es-tu, Olivier ? Avec plaisir. Alors moi je pratique les arts martiaux depuis plus de 20 ans. J'ai commencé le judo quand j'étais petit. J'ai fait du judo de 9 ans à 12 ans. Et ensuite je me suis lancé dans le skateboard. Donc absolument rien à voir. Je vois un ballon de basket aussi derrière ton image. Oui. Alors ça c'est la passion de ma compagne en fait. Ma compagne à qui je fais un petit coucou ici, a lancé un magazine qui est dédié au basket féminin qui s'appelle Swiss Twitch, que je vous invite tous à regarder. Ils sont plusieurs auteurs maintenant et ils vont très probablement lancer un podcast, ou du moins des podcasts. Et donc ça on voit sa passion pour le basket derrière moi en fait, vu que là c'est un espace commun en fait. Donc je suis au travail et c'est un espace commun, on a la chance de travailler ensemble, et on a la chance d'avoir tous les deux une passion brûlante pour le sport qui fait qu'on essaye de communiquer. Ok, top. Donc il y a une émulation positive aussi au niveau familial qui fait que je me retrouve à essayer de parler de sport. Et donc voilà, comme je le disais, donc j'ai fait un petit peu de skateboard, et en fait à l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai choisi de reprendre les arts martiaux. J'ai commencé par le pied-point, donc j'ai fait un petit peu d'anglaise, j'ai fait un petit peu de kick, un petit peu de muay thai, puis j'ai découvert le jiu-jitsu traditionnel. Et donc c'était pour moi un mélange de pied-point et de judo, donc je revenais un petit peu à des choses qui me passionnaient, et j'ai pratiqué le jiu-jitsu traditionnel, le sambo et le MMA au niveau amateur par la suite, ce qui a fait que en fait dans le cadre de la préparation d'un tournoi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de travailler un peu plus au sol, donc j'ai travaillé un peu plus mon sol. Et la conclusion dans le tournoi a été que, très clairement, en fait, j'avais des opportunités de victoire beaucoup plus rapides au sol, et qu'elles me sont passées sous le nez parce que mon sol n'était pas au niveau, en fait. Donc j'étais relativement à l'aise debout, mais je me suis dit, si je veux aller plus loin dans le MMA, il faut absolument que je travaille à fond le sol. Et j'ai choisi justement d'investir plus de temps là-dedans, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jackson Paolo à l'époque. Donc moi, j'avais commencé le travail un peu du sol, Newaza en jiu-jitsu traditionnel, un peu de JJB, etc. Je pense que c'était en 2007. Donc c'était il y a 2007, ok. 2007, ouais. Et jiu-jitsu brésilien, on est en quelle année quand tu fais connaissance, enfin quand tu démarres ton premier cours de jiu-jitsu brésilien, on est en quelle année ? Et justement, c'est ça qui est dur à dire. Je pense qu'on est en 2008, début 2008 ou fin 2007. Mais tu vois, j'avais déjà un petit peu jonglé avec ça dans le cadre du Newaza avant, et de la préparation de certains tournois de sambo et de la préparation du MMA. Donc j'avais déjà participé à des cours et des stages de jiu-jitsu brésilien, mais c'est vraiment quand j'ai rencontré Jackson que lui il a une passion brûlante aussi pour le jiu-jitsu. D'ailleurs je le salue, très belle académie au passage. Ceux qui veulent aller visiter, qui sont dans le nord, allez visiter l'académie de Jackson Paolo et de sa femme. C'est un endroit merveilleux dans lequel ils sont occupés de faire des travaux, etc., pour agrandir. Donc allez sur leur compte Instagram et regardez ça, c'est vraiment très très beau. Donc moi, j'ai adoré les cours avec lui. Je me suis vraiment passionné pour le JJB. La vie a fait que finalement, j'ai pas pu continuer tout mon parcours avec lui, et la distance faisait que, parce que je faisais beaucoup d'allers-retours à l'époque en fait, donc j'habitais. Toi, t'étais en Belgique en fait. J'étais en Belgique, ouais, et je faisais les allers-retours jusque dans le nord pour pouvoir m'entraîner. Donc je travaillais sur Bruxelles.
Ok. Donc Bruxelles qui est à 1 heure de route de chez moi. Et le soir, j'allais de Bruxelles jusque dans le nord de la France pour m'entraîner, et je revenais du nord de la France jusque chez moi, donc je me tapais 3-4 heures de route finalement, tout combiné sur la journée. Et au début, c'était faisable. Même après, j'ai eu ma première petite fille, j'ai eu peut-être plus de responsabilités au niveau du travail, etc., qui a fait que j'ai choisi de m'entraîner sur Bruxelles, donc j'ai pas pu continuer toute ma progression avec Jackson. Et donc j'ai continué à pratiquer le JJB sur Bruxelles. Mais oui, là je pense qu'on est en 2009, et donc j'ai pratiqué le JJB jusque là. Alors, j'ai expérimenté, et ça c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut peut-être aborder, parce que je sais que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, mais j'ai expérimenté ce qu'on appelle le Bluebell Blues. Donc moi j'ai été frappé de plein fouet par cette malédiction des ceintures bleues, dans le sens où, étant donné que j'avais pratiqué en fait un peu le jiu-jitsu traditionnel, le sambo, le MMA, etc., j'ai eu ma ceinture bleue très rapidement. Donc j'ai eu ma ceinture bleue plus ou moins en 1 an. Et alors, par la suite, je suis resté ceinture bleue, je pense, plus ou moins 7 ans. Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais. Et je pense finalement que une des raisons qui a fait aussi que je suis peut-être resté aussi longtemps ceinture bleue, très clairement, le fait d'être resté longtemps ceinture bleue, il y avait entre guillemets un souci de motivation et d'objectif en fait dans le jiu-jitsu. Donc, je continuais à pratiquer et tout, mais il y a eu un moment donné où j'ai continué à pratiquer un peu en dilettante, parce que j'étais un peu sans objectif. Et le fait d'avoir eu, tu vois, c'est ça que je te dis, j'ai tout expérimenté. Le fait d'avoir eu quelques frustrations par rapport à des passages de grade, le fait d'avoir eu des frustrations en compétition, le fait d'avoir expérimenté des blessures, puis après peut-être une prise de poids, puis j'ai choisi d'entamer des études en cours du soir, donc ça coïncidait pas avec les entraînements aussi, tu vois. Donc il a fallu trouver des moments quand il n'y avait pas cours le soir après le boulot pour pouvoir aller s'entraîner, etc. Donc tous ces éléments-là, en fait, la vie est venue s'interposer dans mon parcours en jiu-jitsu, et là j'ai eu la chance en changeant de club en fait de rencontrer un coach enfin 2 coachs. Là tu te retrouves dans quel club là? Là, je me retrouve dans un club qui s'appelle Octopus, que je salue d'ailleurs, Octopus BJJ, qui était plus près de chez moi, et qui a été créé par Pascal Chanteux. Et là, ça, je pourrais plus te dire à quelle date on est. Donc là, je suis ceinture bleue depuis, je pense, 3-4 ans. Et je rencontre justement ces gars-là. Et au début, je m'entraîne toujours un peu en dilettante, et je vais visiter le club de manière vraiment anecdotique. Et à un moment donné, je me dis, bon là, il faut vraiment que je m'y remette et tout. Je vais essayer de dégager du temps. Je m'y remets. Et le fait de côtoyer Pascal et sa vision du jiu-jitsu, en fait, lui a changé ma vision, en fait. Donc ma vision. Quelle est sa vision? Sa vision, donc. C'est quelqu'un qui a jamais été vraiment. Enfin, il a fait des compétitions par le passé et tout, mais c'est un excellent pédagogue. Donc c'est quelqu'un qui est plus dans le partage et dans vraiment la pratique du jiu-jitsu que réellement dans la formation d'athlètes pour la compétition. Et donc son club est fréquenté aussi par beaucoup d'athlètes du quotidien, par beaucoup de gens qui sont simplement passionnés par le jiu-jitsu en fait. Et le fait d'être dans une atmosphère comme ça, parce que le club que j'avais quitté au préalable, c'était un club qui était plus orienté compétition, avec un coach qui... Il y avait moins de pression en fait. Tu as trouvé un club où il y avait moins de pression et tu t'es senti peut-être plus à l'aise. Bah, je sentais pas la pression de devoir faire les compètes. C'est moi qui voulais faire les compètes. Moi, à l'époque, je faisais même des compètes où je me déplaçais sans coach et j'étais tout seul. Donc, je venais avec mon sac, je déposais mon sac, je m'échauffais tout seul, je faisais ma compétition tout seul et je repartais. Donc, j'avais envie, moi, de faire des compétitions, en fait. C'était pas vraiment je ressentais pas une pression de la part de mon coach ou de la part du reste du club de devoir faire de la compétition. C'est plutôt, entre guillemets, je faisais partie de ces gens qui mettaient un peu la pression aux autres partenaires, donc aux gens qui sont plutôt dans le loisir, parce que, en fait, moi, j'avais une pratique, entre guillemets, un peu plus agressive et un peu plus qui était de la recherche d'avoir plus de sparring, des sparring un peu plus durs, parce que c'est ça qui devait me préparer à la compétition et tout, que certains partenaires. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai perdu l'objectif de faire des compétitions, parce que simplement, tu vois, pour faire de la compétition, il faut quand même dégager du temps. Il faut dégager du temps pour manger correctement. Faut avoir le temps et le budget pour manger correctement et préparer soit toi ou soit recevoir les repas. Il faut se préparer physiquement. Et surtout, il faut faire du sparring, faire de la tactique. Il faut faire vraiment plein de trucs qui vont te préparer à avoir le niveau de compétition pour lequel tu as de l'ambition, en fait. Et n'ayant plus ce temps-là, je me retrouvais sans objectif. Tu vois, je suis ceinture bleue. J'espérais, moi, être, entre guillemets, ceinture noire le plus rapidement possible pour pouvoir justement faire... parce qu'à l'époque, j'avais fait le calcul, pour te dire, j'avais fait le calcul
d'essayer d'avoir ma ceinture noire le plus rapidement possible pour pouvoir combattre en noir adulte avant d'être master. Donc l'idée c'était que si j'avais une ceinture chaque année, je pouvais, donc en commençant le jiu-jitsu à 25-26 ans, je pouvais espérer être noir adulte avant 30 ans. Alors ce qui ne m'empêchait pas, bien sûr, à 31-32 de toujours combattre en noir adulte, mais au départ... Ça n'a pas fonctionné du coup, ça. Ah, ça n'a absolument pas fonctionné. Ça m'a claqué entre les doigts de manière absolument monumentale. Simplement parce que le jiu-jitsu, c'est une passion qui demande beaucoup de temps. C'est dévorant, j'ai l'impression que c'est une passion dévorante pour toi. Je pense que c'est une passion dévorante pour beaucoup de gens. Pas pour moi, beaucoup. Bien sûr, mais pour beaucoup. Mais c'est une passion qui demande énormément de temps. Et si tu n'arrives pas à dégager le temps, et je pense que c'est peut-être une des choses qui explique aussi le fait que certaines personnes arrêtent en ceinture bleue, c'est que tu arrives à un certain niveau technique où tu commences à connaître certaines techniques. Tu n'es absolument pas noir et tu n'es absolument pas pro, mais tu commences à avoir un certain bagage technique. Et si tu n'arrives pas à avoir le temps pour pouvoir pratiquer ta passion de façon à ce que ça corresponde à tes objectifs, tu te retrouves un peu sans objectif. Et des fois, ça va arriver peut-être suite à une blessure, ça va arriver peut-être suite à une prise de poids, ça va arriver peut-être suite au fait que tu as plus d'impératifs au niveau du boulot qui vont faire que tu as moins de temps pour pratiquer ta passion et donc tu te retrouves un peu à la dérive. Et moi, c'est Pascal qui m'a vraiment remis sur les rails parce que le fait de voir, lui, une passion qui n'était pas directement liée à la compétition, moi, je me suis dit, mais oui, en fait, tu peux ne pas pratiquer le jiu-jitsu en compétition, mais quand même partager ta passion avec d'autres gens. Tu peux en parler avec d'autres gens, tu peux regarder des matchs avec d'autres gens, tu peux simplement donner cours, il y a plein d'autres aspects dans le jiu-jitsu qui peuvent être dans le partage, sans forcément que ce soit directement lié à la pratique, entre guillemets, unipersonnelle de la compétition, en fait. Et c'est ça qui m'a relancé. Et c'est grâce à lui que j'ai eu par la suite justement un regain d'intérêt. Donc je me suis en bleu mis à repratiquer de manière assidue pendant plusieurs années. Puis il m'a donné ma violette. J'ai pratiqué en violette et j'ai reçu ma marron il y a 1 an en fait. Donc je viens de fêter la semaine passée ma marron depuis 1 an et j'espère continuer à bosser pour pouvoir recevoir ma ceinture noire. Et tu es toujours chez lui aujourd'hui. Alors voilà, les aléas de la vie ont fait que justement lui a pris sa retraite. Donc jusqu'à ce qu'il reprenne sa retraite, j'étais toujours chez lui. Mais là, ici, on a eu l'occasion, en fait, si tu veux, avec sa bénédiction, de créer un groupe où on s'entraînait dans notre ville. Parce que justement, moi, je continue à faire les trajets jusque dans son académie. Et on a choisi de créer aussi un petit groupe où on s'entraînait ensemble sur la ville où on habite. Parce qu'il n'y avait absolument personne qui s'entraînait, en fait, là où on habite, alors qu'on était quand même une petite ville, une ville avec 200 000 habitants en Belgique, tout près de la frontière. Et ça a attiré beaucoup de gens. Donc finalement, moi j'ai commencé à m'entraîner dans ce club-là qu'on a fondé et à continuer à aller m'entraîner chez Pascal. Lui venait donner cours aussi chez nous, mais récemment ici, donc en début de saison, avant qu'il y ait toute la crise du Covid, au début de la saison, lui m'a annoncé qu'il choisissait de prendre sa retraite. Donc on se retrouve indépendant, on va dire, parce que lui a choisi en fait d'autres projets au niveau familiaux, etc., qui font qu'il a plus le temps de se consacrer à son académie. Et comme il me l'a dit, si je peux pas me consacrer à mon académie, je peux pas me consacrer à la tienne. Donc je choisis d'arrêter entre guillemets la pratique du jiu-jitsu en tant que on va dire superviseur d'académie. Donc en tant vraiment que head coach, etc. Lui continue de pratiquer quand il en a l'occasion en fait dans les académies qu'il visite, mais il a choisi de se retirer toutes les responsabilités de gestion d'académie, de grade, etc. Donc voilà, là on est occupé de chercher un référent technique de façon à ce qu'on... Un référent technique qui puisse donner les ceintures tout à fait. pour ta noire et les ceintures aussi pour les gens avec qui tu t'entraînes. D'accord, c'est intéressant. T'en es là en fait, donc t'as quoi? T'as 10 ans de pratique de JJB, un peu moins? Non, un peu moins. Ouais, peut-être, si. Un peu plus. Donc si un peu plus. 2007, 2008, plus ou moins 12 ans. Plus ou moins 12 ans. Ouais, avec une baisse de régime à un certain moment, mais on va dire plus ou moins 12 ans et avec 8 à 9 ans vraiment très actif. Quand je dis très actif, c'est 4 à 5 entraînements semaine, quoi. Et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui dans le JJB? Du coup, est-ce que c'est toujours la vision de tes débuts très compétitrice d'aller faire les compètes, ou est-ce que ça va être plus nerd, plus geek, à aller décrypter les techniques, les matchs comme tu le fais avec ta chaîne YouTube? Est-ce que ta vision a évolué avec l'âge qui avance aussi?
Ah oui, Est-ce que tu es passé du stade, tu vois, très compète, où tu veux te confronter, tu prends ton sac à dos, ta voiture, tu fais de la route, au stade aujourd'hui où voilà, tu as pris un peu de bouteille et tu préfères mettre en lumière des jeunes compétiteurs et décrypter avec eux les techniques. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment, en fait, si tu veux, euh, je pense qu'il y a moyen de faire plein de choses dans le jiu-jitsu et d'être vraiment dans le partage sans forcément être compétiteur ultra actif. Et je me dis, il y a plein de compétiteurs qui communiquent un peu moins sur les médias ou qui sont des fois invités. Il faut qu'on parle de la communication, ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Et certains athlètes se retrouvent invités des fois dans certains podcasts ou dans certaines interviews, enfin, qui ont la chance de faire des interviews, etc. Et c'est vrai que on discute beaucoup de leur pratique au quotidien, leur format d'entraînement, etc. Mais on a moins vu vraiment le match. Tu vois, Ouais. le match de l'athlète et pourquoi est-ce que cet athlète-là fait ses choix de match et tout. On voit ça des fois un petit peu sur le format basket américain où tu as un athlète qui est invité sur un plateau et il chronique un match, ou des fois même en MMA où tu as des athlètes de MMA qui sont comme Dominique Cruz ou Daniel Cormier, etc., qui vont intervenir comme commentateurs et tout. Et moi, ce format-là, je le trouve super intéressant. Bon, là, c'est des mecs qui ont justement du bagou et qui vont devenir peut-être commentateurs après. Mais je trouve que le point de vue de l'athlète sur le match est vraiment super intéressant. Et donc, moi, ce que j'espère faire avec ma chaîne, c'est inviter des athlètes francophones et leur donner justement l'occasion de commenter un de leurs matchs, nous expliquer ce que eux voient, qu'on puisse voir le match et les techniques à travers leurs yeux, en fait. Parce que je trouve que et c'est ça, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est un peu ce côté partage et cette clé de lecture autour des matchs. C'est que aujourd'hui, bon, le jiu-jitsu, c'est pas encore le foot. Je sais pas si ce le sera un jour, mais en tout cas, c'est pas encore le foot. Mais pour l'instant, on est vraiment très gâté en termes de médias, on va dire, au niveau technique. Donc, on a des instructionnels, on a des sites privés avec des profs qui vont expliquer leurs techniques. On a plein de vidéos sur YouTube et sur Instagram, etc., où on explique tout un tas de techniques et tout. Mais on a une masse d'informations sous laquelle, qu'il faut trouver des moyens pour la trier, en fait. Tu vois, il faut trouver des moyens pour pouvoir justement faire le tri et dire qu'est-ce qui me correspond, dans quel type de technique est-ce que je vais investir du temps et tout. Et je trouve que écouter des athlètes expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ces choix techniques, ou pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, ils vont plus privilégier le lapel qu'avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la mode du lapel, mais écouter un athlète aujourd'hui qui est un spécialiste de l'appel te dire que oui, c'est parce que je sais qu'un tel va utiliser telle garde et que du coup j'anticipe en prenant le l'appel et en essayant d'amorcer justement telle garde ou tel renversement ou tel truc, je trouve ça vraiment super intéressant. Et alors toi, après, en tant que pratiquant, que ce soit pratiquant de compétition ou du quotidien, tu peux te dire bah oui, je vais regarder un petit peu les détails techniques autour de cette garde en spécifique dont un tel a parlé, tu vois. Donc ça, je trouve assez intéressant. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'anime. C'est vraiment l'aspect pédagogique du jiu-jitsu, vraiment le partage. Et au niveau pédagogique, moi, ma clé de lecture, ça a toujours été les matchs. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un peu à l'influence d'un partenaire d'entraînement que je me suis retrouvé à analyser des matchs, essayer de comprendre ce qui se faisait et du coup essayer d'être plus réceptif à certaines techniques que d'autres sur base justement de, entre guillemets, qu'est-ce qu'on voit en match, qu'est-ce qu'on voit dans le sport jiu-jitsu. Pas justement, voilà, on te sert tout ça, tu peux choisir toi-même là où les techniques que tu veux en fonction de tes affinités. Mais des fois, tu sais pas forcément quelles sont tes affinités et des fois il y a trop d'informations en fait. Donc moi mon procédé c'est celui-là et alors j'essaye de le partager justement avec les autres à travers ma chaîne YouTube. Non, mais c'est très américain comme vision, parce que c'est vrai qu'en contenu francophone, il n'y avait pas beaucoup de contenu qui allait décrypter les techniques. Il y a certaines personnes sur YouTube qui vont montrer les techniques, qui vont expliquer les règles du jiu-jitsu brésilien, ça c'est une très bonne chose d'ailleurs, mais tu n'avais pas beaucoup de techniques décryptées. C'est vrai que dans le basket, tu vois, j'avais vu un truc avec Scottie Pippen où il expliquait comment faire la technique, et c'est vrai que t'es peut-être très influencé aussi par cette culture américaine du sport, je sais pas. Ah sûrement, parce que en fait si tu veux, C'est ce que j'ai senti, hein, là. Ouais. Mais l'essentiel des médias que moi je consomme, c'est du truc américain en fait. Donc je pense que tous les podcasts, toutes les vidéos que je regarde sur YouTube, à l'exception vraiment des gros noms au niveau francophone, mais je veux dire sinon, l'essentiel de l'information que je l'ai de sources américaines. Et donc c'est vrai que finalement, j'essaye moi de recopier entre guillemets un petit peu ce que je vois et de suivre les formats que moi j'ai l'habitude de voir ou que moi j'apprécie.
est-ce que ça va plaire à tout le monde? Je sais pas, j'espère que ça va plaire au plus grand nombre, mais l'idée, c'est vrai que je suis fort influencé par des trucs un peu américains et un peu américanisés qu'on voit sur YouTube. C'est quoi pour toi la suite du JJB francophone? On va pas parler spécialement de la France et de la Belgique, mais tu vois, moi je suis étonné d'une chose, c'est que à travers la crise du Covid-19, on a vu beaucoup de personnes se lancer sur YouTube. Vraiment, tu vois, trouver le temps, comme tu disais, c'est vrai que le temps, on a du mal à le trouver le temps pour se lancer sur YouTube. Toi, tu as accéléré, tu as Fat Time qui a accéléré aussi les interviews, tu as Danny qui a fait le Jitsu, effectivement, où il va proposer du contenu très précis aussi, qui ressemble un peu à ton contenu d'une certaine manière. Et c'est très très bien, tu vois, ça s'accélère. Alors qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé Jiu-Jitsu en 2018, c'est il n'y a pas longtemps, mais il y a 2 ans, quand je faisais les vlogs sur ma chaîne en 2017, il n'y avait quasiment rien en France. Et du coup, comment tu vois la suite des événements dans le jiu-jitsu francophone? Alors, moi, je crois beaucoup dans YouTube. Et je me dis, j'attends plus, entre guillemets, des médias traditionnels. Donc, si tu veux, on est beaucoup à espérer qu'on puisse commencer à voir des matchs de Jiu-Jitsu en prime time sur TF1. Mais honnêtement, j'ai arrêté de vivre ce rêve-là. Et je crois beaucoup dans YouTube, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la façon de communiquer, en fait, finalement, si on arrive à rassembler ou si on arrive à créer plusieurs sources différentes, on pourrait satisfaire l'audience. Et si on arrive à satisfaire l'audience, on va augmenter l'audience. Et si on arrive à augmenter l'audience et la compréhension de l'audience du Jiu-Jitsu, on va développer notre sport, en fait. Et c'est vraiment comme ça que moi je vois, et c'est un des objectifs principaux de ma chaîne, c'est vraiment d'essayer de rendre le Jiu-Jitsu accessible aux pratiquants du quotidien, à l'athlète de haut niveau, ou simplement, peut-être, ce serait le top, à la personne qui connaît moins le Jiu-Jitsu. Donc tu vois, t'as des gens qui... On est tous tellement passionnés par notre sport qu'on finit par en parler à tout le monde. On finit... Et les gens comprennent rien. Ouais. Ils comprennent rien. Exactement. Et moi, j'ai envie de fournir ce contenu qui permet de dire, tu vois, un peu comme la vidéo de Vincent Nguyen qu'il a fait récemment avec les règles IBJJF, de dire, tu comprends pas les règles IBJJF, va regarder la vidéo de Vincent. Et Vincent, tu donnes une clé de lecture, en fait. Tu donnes une grille de lecture en disant, le jiu-jitsu, vous comprenez rien, on est accro, vous pouvez pas comprendre pourquoi, mais voilà le mode d'emploi, le mode d'emploi du jiu-jitsu. Voilà, c'est un peu ça, entre guillemets. Ouais. C'est intéressant, c'est intéressant. Et je pense que ça peut plaire à une cible, entre guillemets, plus avancée, qui a l'habitude de regarder des matchs, où moi, entre guillemets, je mâche un petit peu le travail. Mais ça peut plaire aussi à une cible qui est un peu moins avancée, qui essaye de découvrir le sport et qui essaye de comprendre qu'est-ce que vous faites, en fait, là. Vous êtes occupé de vous attraper et vous roulez à terre. Qu'est-ce que vous faites exactement? Là, tu vois, je suis occupé de mettre ma jambe derrière la sienne en délariva de façon à ce qu'il puisse pas reculer. Je mets la jambe tendue sur sa cuisse de façon à ce qu'il puisse pas avancer. J'essaye d'attraper, justement, et créer un déséquilibre parce que j'essaye de tendre ses deux jambes de façon à créer un déséquilibre sur les côtés. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses que tu peux expliquer et où, même si tu pratiques pas le sport, si tu pratiques le sport, tu te dis, oui, ok, c'est vrai que c'est limpide, c'est vrai que c'est plutôt cette tactique-là que je dois jouer et tout ça, parce que lui, il joue cette tactique-là. Mais si tu comprends pas le sport, que tu connais pas Lucas Lepri ou que tu connais pas Gordon Ryan et que tu regardes le truc, tu te dis, ah, ok, donc je comprends ce qu'il essaye de faire. Parce que là, il y a quelqu'un qui peut m'expliquer un peu la phase tactique. Je vais faire un parallèle avec le e-sport et League of Legends. Je suis absolument pas un joueur de e-sport, je m'y connais très peu, donc je vais faire ça veut juste être une métaphore, mais quand je vois qu'en e-sport, on arrive à remplir des stades de foot complets en Corée, avec des gens qui regardent des parties de League of Legends ou de StarCraft, etc., je pense que le Jiu-Jitsu a encore un potentiel de développement qui est énorme. Maintenant, le truc, c'est que, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Parce que, il y a du show, donc il y a un show en grande pompe, saut et lumière dans un stade, etc. 2, League of Legends, c'est accessible. On peut le télécharger, on peut commencer à jouer. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui sont juste des joueurs casus, qui vont essayer un petit peu et qui vont essayer de comprendre vaguement le sport. Et ces joueurs-là vont essayer de comprendre grâce à des vidéos super précises des athlètes de haut niveau qui font des breakdowns et qui expliquent, tiens, voilà, tel champion va fonctionner comme ça, ou telle équipe va plutôt choisir telle combinaison de champions pour faire ça, ou telle équipe a choisi d'adopter telle stratégie, etc. Et le fait qu'on t'explique, même si toi, t'es pas un athlète de haut niveau de e-sport, tu comprends le sport et du coup ça t'encourage à regarder le sport, en fait. Et je pense que tous ces gens qui pratiquent le jiu-jitsu de manière entre guillemets
un peu moins fréquentes que ceux qui pratiquent intensivement le jiu-jitsu. Et quand je dis intensivement, on est au-delà de 4-5 fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Les gens qui pratiquaient le jiu-jitsu avant, mais qui ont moins le temps de pratiquer parce qu'ils sont blessés, parce que la vie de famille les a éloignés des tapis, parce que la vie professionnelle les a éloignés des tapis, etc. On peut continuer à apprécier le sport et peut-être du coup garder une certaine motivation dans le sport et y revenir, simplement parce qu'on comprend le sport, on a moins le temps de pratiquer, mais on veut rester en contact avec le sport. Et je pense que ce que tu fais avec les athlètes du quotidien et avec justement les vlogs, etc., ça donne une vision du lifestyle qu'on a l'occasion de vivre ou alors qu'on avait l'occasion de vivre. Mais ce que j'essaye de faire moi aussi, c'est d'essayer justement de satisfaire cette audience au niveau match, tu vois, de dire tiens voilà, on va mâcher un peu le travail au niveau du match, comme ça on peut regarder le match de façon un peu plus digeste, parce que c'est vrai que des fois un match avec deux athlètes de top niveau, il faut le regarder plusieurs fois pour comprendre ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des très très belles choses dans le jiu-jitsu brésilien, il y a des très très beaux matchs, et c'est vrai qu'ils sont pas assez mis en avant. Là, je te rejoins sur ça, c'est qu'il y a des matchs incroyables sur les compétitions et on n'en parle pas assez. Tu vois, tu prends un sport comme le foot, les gens vont se regarder les trucs, faire des highlights dans tous les sens, ils vont étudier, ils vont rêver. Et en France, dans le milieu francophone, on a des matchs incroyables sur des compétitions locales, régionales, nationales, et on n'en parle pas assez, en fait. Donc, tu vois, la personne prend sa médaille, gagne, met ça sur Instagram, elle est la star de son club pendant un petit moment, mais puis après, ça s'arrête. On ne revoit pas forcément les combats. Et c'est vrai que ça vaut le coup de faire un arrêt sur image et de se dire, OK, il y a quelque chose à voir là, à ce moment-là. Et ça, on ne le fait pas assez. Et là, il y a un boulevard. Hein. Ah ouais, tout à fait. C'est évident. Tout à fait. Mais c'est pour ça que, justement, l'idée de ma chaîne, et ça, c'est la deuxième idée, c'est vraiment les athlètes francophones, c'est d'essayer de donner justement l'opportunité à ces athlètes de montrer un match qui a eu lieu je sais pas, à l'Open de Paris BJJF, par exemple, et de dire, tiens, voilà, moi, j'y étais, j'ai fait ce match-là, on regarde le match ensemble, et moi, je vais poser les questions en fait pour stimuler la conversation et laisser l'athlète justement expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait ces choix-là, pourquoi déjà il a choisi ce match-là, par rapport à son jeu, qu'est-ce qu'il essaye de montrer avec ce match-là et tout, pourquoi est-ce que justement il a choisi ces techniques-là, quelle a été sa réaction sur base quel est son game plan au départ, est-ce que il vient avec un game plan bien précis en disant je tire la garde et je pars là-dessus, ou est-ce qu'il y a une partie d'impro, est-ce qu'il y a un mélange des deux, toutes ces questions-là, elles sont super intéressantes en fait. Et comme tu le dis, des fois le match il est superbe, il va avoir lieu à l'Open de Paris, et si on n'a pas été dans le stade à l'Open de Paris, parce que comme je te le dis, on est entre guillemets des pratiquants l'audience très souvent ce sont encore aujourd'hui des pratiquants, si tu fais partie des pratiquants qui sont qualifiés ou qui accompagnent les gens qui ont participé à l'Open, il n'y a pas beaucoup de chances que tu sois dans le stade. C'est assez rare justement d'avoir même des pratiquants. Alors je m'avance peut-être un petit peu, tu vas peut-être me contredire, parce que sur la zone Paris, vous êtes beaucoup de clubs et tu as peut-être des gens qui vont venir justement en tant que spectateurs parce qu'il y a une grosse compétition. De plus en plus. On s'en rend compte, nous, de plus en plus, tu as de plus en plus de spectateurs. Ou alors les amis des pratiquants qui viennent avant, il y a quelques années, tu vois, c'était... Quand j'ai commencé en 2013, le JB, c'était vraiment que les pratiquants, c'était très spécial. Mais maintenant, de plus en plus, tu as les amis des pratiquants et puis tu as aussi quelques visiteurs sur les tournois, les compétitions aujourd'hui. Ça se développe. C'est ça qu'il faut en fait. C'est ça qu'il faut pour que notre sport il se développe. Parce que si on reste comme sur certaines compétitions régionales qui ont lieu en province ou en Belgique, où il y a juste les pratiquants qui sont occupés de s'échauffer, qui sont en kimono avec un gros pull, occupés de regarder vaguement, distraitement le match, et que finalement le seul qui regarde attentivement le match, c'est le coach c'est les coachs des gars et les partenaires d'entraînement des gars. C'est dommage. Tu vois, parce que tu as des superbes matchs des fois, et tu as des mecs qui vont te montrer un super déroulé technique ou vraiment une belle soumission, pas parce que la soumission elle est belle, mais parce que tu vois les phases qui ont amené justement la soumission, c'est magique à regarder en fait, et à avoir la chance d'entendre cet athlète là t'expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait ces choix là et tout ça, moi je trouve ça vraiment passionnant, et c'est ça que j'ai vraiment envie de partager sur ma chaîne, parce que je pense que ça peut déjà intéresser des gens qui sont des pratiquants du quotidien. Je pense que ça peut intéresser des athlètes de haut niveau. Je pense que ça peut intéresser des gens qui connaissent moins le sport, qu'ils soient des proches de l'athlète en question ou simplement des gens qui s'intéressent au sport. Et du coup, à nouveau, c'est une autre façon d'augmenter l'attention qu'il y a sur notre sport et comme ça, faire développer notre sport et l'audience pour notre sport. En fait. C'est évident. Si on n'explique pas à la fois qui sont les pratiquants et les compétiteurs, tu vois, avec des interviews, des podcasts où on explique qui ils sont, d'où ils viennent, et si parallèlement on n'explique pas les techniques qu'ils font et pourquoi ils sont amenés là, on va pas se développer. Ça c'est évident, il faut qu'il y ait les deux côtés, le côté perso, la personnalité, et le côté technique. Je pense que les deux doivent avancer parallèlement pour faire connaître le jiu-jitsu, et plus le jiu-jitsu va être connu,
plus il y aura de sponsors, voilà, plus ça va se développer. Donc, voilà. il faut qu'on passe par cette direction-là. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Merci en tout cas, Olivier, pour Avec plaisir. ta contribution. Et je pense qu'on refera des épisodes. On va se revoir sur des épisodes, ça c'est certain. C'est évident. Merci. Et il y a un message que tu souhaites faire passer, du coup? Un dernier message? Alors, déjà, je remercie tous ceux qui ont regardé le podcast, qui ont regardé cet épisode et tout ça. Je te remercie, toi, de m'avoir invité. Oui. Je pense que sans vous et sans votre soutien à tous, ma chaîne, elle ne serait pas occupée de se développer, elle ne continuerait pas à se développer, elle ne me donnerait pas autant de motivation, justement, pour partager ces contenus-là avec vous tous. Donc, ça me fait vraiment super plaisir d'avoir beaucoup d'échos positifs, tous ces commentaires et tous ces messages que je reçois. Tu t'attendais à ça ou pas? Tu t'attendais à ça? Non, pas autant. Honnêtement, non. Je pensais que ça. T'étais surpris en fait. Tu t'es dit waouh, il y a un truc quoi. Ouais. Alors, je m'attendais, disons que je m'attendais pas à autant de positivité, en fait. Okay. Les retours sont vraiment super positifs et vraiment super encourageants et tout. Je m'attendais à plus de gens qui passe par là, entre guillemets. Je suis tombé sur ta vidéo, c'était sympa, et entre guillemets, je m'en vais, je passe à la vidéo suivante. En général, les retours sont vraiment super encourageants. Il y a vraiment beaucoup de gens. On va dire qu'il y a peu de gens qui commentent, mais tous les commentaires, ça va toujours être s'il te plaît, continue. Franchement, j'aime vraiment bien le contenu que tu fais et tout. C'est super chouette. Il faudrait d'autres contenus de ce type, etc. Et moi, ça me motive justement pour continuer. Donc, là, on n'est pas dans le nombre, on est vraiment dans la qualité en fait. Et c'est ça qui m'a surpris, et c'est ça qui est vraiment encourageant, c'est que je me dis, même si tu as une petite communauté, si tu as une petite communauté de gens super soudés, qui sont super motivés, etc., ça te donne un coup de boost en fait. Et voilà, moi je suis vraiment content du résultat, je vais continuer à bosser pour développer ça. Et comme je te le dis, je remercie tout le monde pour ce superbe soutien. Je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'on va pouvoir faire un autre épisode ou d'autres épisodes justement sur ta chaîne ou sur la mienne, avec grand plaisir, si tu veux. Avec plaisir. Une analyse de match. Regardez, moi, mes matchs, tu sais, c'était en 2013. J'ai dû faire 2 compétitions dans ma vie, donc ce ne sera pas mes compétitions à moi, mais en tout cas, dans notre club. Gracie Bar à Paris, on a ce qu'il faut en termes de compétiteurs, de grands talents. Donc, on pourra faire quelque chose. Ouais, tout à fait. Mais comme tu disais, on a des façons de voir les choses qui sont très complémentaires. Donc, je pense que ça peut être intéressant justement de rester dans cette optique de partage. Et voilà. Donc, si les gens sont intéressés de me suivre, j'ai une chaîne YouTube dont on a parlé. Donc, c'est Olivier Cardoun avec un E et pas un U, Cardoen comme on dit en France. J'ai aussi un compte Instagram, c'est Olivier Cardoen ou Cardoun avec un E sur Instagram. J'ai fait la faute moi aussi, hein. J'ai dit Cardoen. Hein. Tout le monde vous explique. Et je mettrai tous les liens d'Olivier de toute façon dans la description de la vidéo. Et laissez en commentaire surtout si vous voulez qu'on aborde d'autres thèmes ou si vous avez des questions ou des combats aussi. Je pense, Olivier, ça pourrait être intéressant que les gens fassent un retour sur des combats qu'ils veulent que tu commentes, soit des combats très connus ou alors leurs propres combats. Donc n'hésitez pas à interagir, en tout cas, c'est ce qui va faire grandir nos 2 chaînes respectives. Ouais, tout à fait. Bon, super. Merci à toi, Olivier. À bientôt alors. Merci à toi. Allez. À très bientôt. Salut. Salut. Ouais.